Des tensions et des heurts avec les forces de l'ordre à quelques heures du démantèlement de la jungle de Calais. Près de 6500 migrants passent leur dernière nuit dans le plus grand bidonville de France. Les forces irakiennes avancent chaque jour un peu plus direction Mossoul. Sur leur route, tireurs embusqués, explosions de voitures piégées. La résistance et les tentatives de diversion des djihadistes s'accentuent. Les Kurdes annoncent de leur côté avoir repris Bashika, au nord-est de Mossoul. L'Espagne sort de l'impasse politique. Il n'y aura pas de troisième scrutin législatif. Le Parti socialiste s'est résigné. Il s'abstiendra lors du vote de confiance au Parlement. Il donne ainsi son feu vert à un gouvernement conservateur minoritaire et à un second mandat de Mariano Rajoy. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition. Ce lundi matin à 8 h débute le démantèlement total de la jungle, ce bidonville où s'entassent environ 6500 migrants. Le va-et-vient des autocars vers des centaines de centres d'accueil sur le territoire doit durer près d'une semaine. Ce dimanche, les associations ont multiplié les tournées d'information pour convaincre les plus récalcitrants. Et à mesure que les heures passent, la tension monte un peu plus à Calais. Noémie Roche. Certains ont déjà commencé à partir, d'autres ont choisi de manifester leur colère, alors que le démantèlement de la jungle doit commencer dans quelques heures. Aidés par des activistes du mouvement No Border, ces migrants ont mis le feu à des toilettes mobiles. Les policiers répliquent. Une atmosphère de violence, à l'opposé du calme qui régnait un peu plus tôt, lorsque ces bénévoles avaient entamé leur tournée pour informer les migrants. C'est une opération leur disant les annonces qui ont été faites, notamment on a une place pour tout le monde, c'est bien vrai, on vous les confirme. Et c'est aussi une opération mode d'emploi, c'est-à-dire si vous voulez partir, voilà où vous devez vous rendre, voilà comment vous serez accueillis sur place et voilà comment se passera le départ en bus. Les migrants seront alors dirigés vers des centres d'accueil à travers la France. Mais dans la jungle, une grande partie d'entre eux espéraient rejoindre le Royaume-Uni. Alors certains sont partagés. Ils ont dit qu'ils avaient de quoi héberger tout le monde, les jeunes, les enfants, et qu'après ça je pourrais aller en Angleterre. Mais je n'en sais rien. Comme cet adolescent, 6 à 8 000 migrants doivent quitter la jungle de Calais. Et alors que le gouvernement annonce le démantèlement total de la jungle de Calais, certaines associations ont du mal à y croire au vu de l'histoire du bidonville. Retour sur 20 ans d'impasse migratoire avec Florence Mabille. 1998, tout commence dans ce parc de Calais avec une petite trentaine de migrants. Ils ont parcouru 2000 km pour fuir la guerre au Kosovo et rejoindre l'Angleterre, juste en face, leur terre promise. Calais ignore alors qu'il s'agit du premier épisode d'un long et douloureux feuilleton. Automne 99, Sangatte à quelques kilomètres de là, la Croix-Rouge accueille dans ce hangar réquisitionné Afghans, Iraniens, Kurdes. Mais très vite, le centre prévu pour 800 personnes au maximum est saturé. Des tensions se créent entre les nationalités et avec les habitants. En 2002, le tout nouveau ministre de l'Intérieur se rend alors sur place. On va donner une carte à chacun et une fois qu'on aura recensé tout le monde, dans quelques semaines, on ne va plus prendre personne. Les nouveaux réfugiés ne peuvent plus entrer. Leur détresse est immense. On ne sait plus ce qu'on fait dans ce pays. C'est vraiment dégueulasse, ce gouvernement. Il nous abandonne. Le centre de Sangatte est démoli. Les migrants restants se regroupent à proximité de l'axe d'embarquement des poids lourds vers l'Angleterre. On baptisera cette zone la jungle. Le mot viendrait du persan jungle, qui signifie forêt. Je ne suis pas un animal. Ce sont les animaux qui vivent dans la jungle. À la fin des années 2000, les migrants se font plus nombreux. Ils trouvent refuge dans ces abris de fortune. Insécurité, insalubrité. En septembre 2009, la jungle est démantelée devant les caméras. Un message envoyé au reste du monde. Notre objectif n'était pas d'interpeller le maximum de migrants, mais de détruire une plaque tournante du trafic d'êtres humains. Après une accalmie, le nombre de réfugiés explose. En cause une instabilité grandissante en Afrique et au Proche-Orient.
Une nouvelle jungle se constitue. En 2014, un accueil de jour y est créé, puis un an plus tard, Bernard Cazeneuve y ouvre un centre d'accueil provisoire. Aucun migrant ne doit se retrouver sans solution de mise à l'abri si les températures hivernales mettent sa vie en danger. Mais l'afflux continue. Les réfugiés sont de plus en plus déterminés à passer en Angleterre. Les tensions avec les riverains et les routiers grandissent. La partie sud de la jungle est démantelée en mars 2016. La plupart des migrants s'installent alors dans la zone nord. En septembre, suite à une opération escargot menée par un collectif de Calaisiens en colère, Bernard Cazeneuve annonce le démantèlement total de la jungle. Et on en vient à la guerre en Irak à présent. Après une semaine d'offensive sur Mossoul, les forces irakiennes et leurs alliés continuent leur progression vers la deuxième plus grande ville d'Irak. Une vingtaine de localités auraient déjà été libérées. C'est le cas notamment ce dimanche de la ville de Bashika au nord-est de Mossoul, reprise par les Peshmerga kurdes. Le point sur le terrain depuis Erbil avec notre envoyé spécial Jonathan Walsh. Les forces Peshmerga ont remporté une victoire décisive ce dimanche à Bashika, une ville qui se trouve à 9 km à peine à l'est de Mossoul. Les forces Peshmerga qui sont entrées massivement dans la ville après avoir conquis plusieurs villages, après avoir repris plusieurs villages au groupe État islamique. Il semblerait même que l'artillerie turque soit venue à leur aide. En tout cas, c'est ce qu'affirment les autorités turques, et ce, malgré la ferme opposition à toute intervention de la Turquie de la part des autorités irakiennes. Un peu plus au sud, les grandes villes chrétiennes de Karakosh et Bartella ont également été reprises. Elles se trouvent respectivement à 12 et 7 km de Mossoul. Donc il y a un arc de cercle assez important sur ce front est qui vient d'être ouvert en reprenant ces trois localités. Et nous avons parlé à un général qui nous a confié que dans les prochaines 24, peut-être 48 heures, des renforts allaient arriver pour à la fois consolider les positions sur cet arc et également reprendre une voie majeure, un axe majeur, la route 80 qui se trouve au sud-est de Mossoul et qui mène tout droit vers les faubourgs du fief des djihadistes. En Amérique latine, le Venezuela s'enfonce dans la crise politique après la suspension du référendum sur la révocation du président Maduro. L'opposition majoritaire au Parlement a voté une résolution dénonçant un coup d'État commis par le régime. Une séance interrompue, vous le voyez sur ces images, par l'irruption de groupes chavistes et pro-gouvernementaux. Un appel à manifester dans tout le pays a été lancé pour mercredi. Et puis au Chili, l'opposition de droite remporte les municipales, notamment à Santiago, la capitale, selon des résultats partiels après dépouillement de 83% des bulletins. La coalition Chile Vamos des partis de droite obtiendrait 38,6% des voix contre 37,3% pour la nouvelle majorité coalition de centre-gauche de la présidente Michelle Bachelet. C'est un coup dur pour son camp à un an de l'élection présidentielle. C'est la fin de 10 mois de paralysie politique en Espagne. Les socialistes avaient deux choix, celui d'un troisième scrutin législatif ou d'un nouveau gouvernement Rajoy. Ils ont préféré la seconde option en s'abstenant de voter dans les prochains jours le vote de confiance à Mariano Rajoy au Parlement. Récit Noémie Roche. Le pas est lourd, la décision est difficile à annoncer. Le comité fédéral du Parti socialiste vient de décider, à une large majorité, de permettre au conservateur Mariano Rajoy de former un gouvernement minoritaire. Le PSOE s'abstiendra donc de voter lors du prochain vote de confiance fin octobre. S'abstenir, ce n'est pas soutenir. Le Parti socialiste est arrivé à cette conclusion après un débat profond. Un débat qui est intervenu dans une situation très difficile, à savoir l'absence de gouvernement. En 10 mois, les Espagnols ont déjà voté aux législatives à 2 reprises. En décembre 2015 d'abord, puis en juin 2016. Chaque fois, le parti conservateur du Premier ministre sortant, Mariano Rajoy, l'a emporté, mais sans majorité absolue et sans alliés. Avec cette décision, le Parti socialiste évite donc aux Espagnols de se rendre aux urnes une 3e fois. Battu en brèche par le nouveau parti anti-austérité Podemos, le PSOE évite surtout une nouvelle déroute. Mais pour ses sympathisants socialistes venus manifester devant le siège du parti, la pilule a du mal à passer.
C'est un jour triste car le Parti socialiste a commis un suicide. Le suicide du deuxième parti le plus important d'Espagne. Les dirigeants du parti ont le pouvoir et prennent leurs décisions. Et nous, on doit accepter ça. En tant que socialiste, moi je dis non, non et non à un gouvernement corrompu. Grâce à l'abstention du Parti socialiste, Mariano Rajoy doit logiquement obtenir la confiance de la Chambre à la fin du mois. Après plus de 300 jours d'intérim, l'Espagne devrait donc retrouver un gouvernement en novembre. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour un nouveau journal. Restez sur France 24.